on est ici à Québec, dans les bureaux de la FCPQ, pour enregistrer un épisode de Parler pour parler de l'hyperconnectivité. Et j'accueille avec moi aujourd'hui, premièrement, moi, c'est Stéphane Hunter. Je suis fier collaborateur de la FCPQ depuis longtemps et vraiment content d'être animateur un peu improvisé de ce podcast en ce beau matin de printemps. J'accueille avec moi Stéphanie Dionne, qui est professionnelle à la clinique Mana. Je rencontre aussi pour la première fois Andréane Tessier, infirmière en santé mentale positive. Bonjour. J'ai hâte de t'entendre. Et Catherine Lavertu, femme exceptionnelle, maman, et responsable ou coordinatrice des services aux parents à la FCPQ. Merci. Ça colle bien, hein? Hey, c'est fin! C'est- Ça part fort, là! C'est vraiment... OK, on part. On parle d'hyperconnectivité, on vit dans un monde où on a des écrans devant nous tout le temps, on est plugué tout le temps. Pas évident à gérer en tant que parent, en tant qu'adulte, en tant que modèle de nos jeunes. Je commence avec toi, Andréane. C'est quoi pour toi l'hyperconnectivité? Puis dans ton milieu, dans ta vie, dans ta vie professionnelle, ça se gère comment, tout ça? Bien, pour moi, l'hyperconnectivité, c'est le fait qu'on est sans cesse, en fait, bombardé d'informations. Parce que c'est vraiment l'idée que je retiens de ça. Mais on est toujours connecté. Fait qu'on a vraiment accès à de l'information en permanence, ce qui implique qu'on ingère de l'information en permanence aussi. Ça se vit de différentes façons pour bien des gens. Là, on rentrera peut-être pas tout de suite dans les conséquences que ça peut entraîner, mais ça fait quand même en sorte qu'on va saturer d'informations. Puis c'est aussi vrai pour nos jeunes que c'est vrai pour les adultes. C'est même difficile de l'éviter. Je pense que c'est difficile de l'éviter. Puis chez nos jeunes, je pense qu'on voit comme déjà les conséquences. En fait, on anticipe les conséquences que ça peut apporter à long terme. Tu dis ça, puis j'entends tout de suite un des mots populaires qui est la charge mentale. Le poids qu'on a sur les épaules de penser à toutes sortes de choses en même temps. En tant que parent, c'est comme un... Je présume que c'est difficile, là. Puis, je veux pas être sexiste, mais on en parle souvent chez les femmes, tu sais. Les femmes ont peut-être un poids un peu plus grand de charge mentale. Est-ce que c'est le cas? Mais en fait, c'est parce qu'à l'origine, le terme a été inventé pour les femmes, la charge mentale. Ah, ouais? Oui, vraiment. L'idée, c'était vraiment de parler du travail invisible de la femme à la maison. Là, on parle des années 80, disons. Tandis que, mais dans les faits, ça a évolué. Puis les hommes, vous avez une charge mentale aussi. Puis on en a tous une charge mentale, puis c'est correct d'avoir une charge mentale. C'est parce qu'on a des responsabilités. Le problème, c'est la surcharge mentale. C'est quand ça devient trop lourd, ce poids qu'on traîne. Tout à fait. Stéphanie, en tant que professionnelle de la clinique Mana, t'accompagnes des familles, t'accompagnes des jeunes avec leurs parents ou leurs parents avec leurs jeunes. Exact. Dans la gestion du temps d'écran, dans la gestion de cette hyperconnectivité-là. Oui. Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu apprends aussi là-dedans? Wow, j'adore la vastitude de ta question, sa grandeur. Parce que là, j'étais justement dans ma charge mentale. Elle me disait, ce matin, j'avais ma fille qui travaillait. Puis je me suis dit, il faut que j'aille l'appeler avant de commencer les podcasts. Oui. Fait que là, ça te ramène vite à la réalité. En fait, ce que je me rends compte, justement, c'est surtout l'espace-temps manquant à ce qui est nécessaire à nos besoins, finalement, de bien-être, tu sais, d'équilibre. Donc, moi, je parle beaucoup avec les familles d'usage réfléchi. Fait que ça me fait penser beaucoup à être intentionnel dans l'espace-temps qu'on occupe. On l'occupe à quoi, finalement? Parce que, tu sais, quand on dit, on dirait qu'on n'a plus d'espace-temps où on n'est pas connecté ou bombardé d'informations. Donc, il faut être intentionnel à se libérer cet espace-là autour de nous, autour de nos jeunes. Je pense que c'est ça la responsabilité des familles. Je peux-tu dire famille 2.0 aujourd'hui? Oui. Les familles 2.0 ont la responsabilité intentionnellement de libérer de l'espace-temps pour l'occuper à ce qui est important à leur bien-être. Fait que j'aurais envie de dire que c'est surtout ça que j'ai appris à travers les discussions que j'ai avec les familles, parce que les réalités sont vraiment similaires, mais différentes à la fois, parce que c'est pas toujours les mêmes usages, mais à chaque fois, ça crée des conflits d'être trop connectés parce que, justement, comme parents, on a besoin de faire des rappels sur ce qui est nécessaire à leur réussite scolaire, ce qui est nécessaire à l'entretien des tâches, ce qui est nécessaire à
se libérer de l'espace-temps dans notre cerveau parce que gestion de l'anxiété, autorégulation des émotions, c'est toutes des problématiques, des besoins qui ressortent vraiment beaucoup dans les familles que j'accompagne. Stéphane, permets-tu que je lui pose une question? Non. Ah, s'il te plaît. Oui. C'est une femme merveilleuse. Ah ouais. Vas-y. Je m'excuse, mais on poursuivra. C'est juste que, bon, maman de jeunes enfants ici, tu parlais de gestion des émotions. Là, on est dans l'hyperconnectivité. Mais oui. La fin de semaine, puis des fois le matin de semaine. Oui. On met des bons petits comiques à la télé, qui proviennent de YouTube ou peu importe. Oui. Puis là, c'est toujours la crise quand on l'arrête. Oui. Mais tu sais, c'est toujours la même routine. C'est-à-dire qu'un moment donné, quand on part le déjeuner, ben tu sais, on le dit, chers amis, il nous reste 3 minutes d'écran, il nous reste peu importe, 4 minutes, 5 minutes. Mais il y a toujours une bonne crise anticipée. Y a-t-il un lien entre comme plus on écoute d'écran, plus la crise est grande ou la crise... As-tu des trucs pour que la crise ne soit pas si grande? Ouais. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Tu sais, évidemment, moi, j'ai des enfants en bas âge. Avant que tu répondes à cette question-là, Ouais. c'était ma question que j'allais te poser. c'est Toi, ça que je pensais. Maman de Ouais. un de 2 et un de 6. 6, exactement. Ouais. 2 ans, 6 ans. Oui. Tu gères ça comment, toi, c'est l'espèce d'hyperconnectivité, même s'ils sont pas sur les réseaux sociaux encore, tout à fait. mais il y a la télé, les bonhommes, tout ça. Oui. Comment tu gères ça? Bien, bonne question, puis on reviendra. De toute façon, ça fait le même On parlera des trucs après, mais toi, tu gères ça comment? Bien, je vous donne un exemple probant. On a une Switch, la Switch 2, tu sais, c'est pas moi qui joue, là. Peut-être le devinez-vous, que mon conjoint a, tout ça. Puis, bien, mon garçon de 6 ans, Léon, est bien intéressé. Donc, on a mis une autorisation parentale dessus. Puis, c'est comme 30 minutes maximum par jour. Puis après, tu sais, quand il reste 5 minutes, ça le dit, tout ça. Puis, ce qu'on nomme à notre plus vieux, c'est tu gères ce temps-là comme tu le veux. Si tu prends un 10 minutes le matin, donc il te reste 20 minutes le soir, etc. Puis, à l'occasion, et je ne sais pas si c'est une bonne pratique parentale, mais tu sais, parfois, quand il n'écoute pas les consignes, la conséquence, c'est le retrait de son temps de Switch pour le lendemain. Je ne sais pas si c'est bon, mais c'est ce qui se fait. J'ai comme chaud. Je sais pas si c'est bon. Tu sauras me dire, Stéphanie. Puis, autrement, petit comique du matin... J'ai déjà lu que c'était pas bon de partir avec, c'est ça, d'avoir un écran le matin, mais fort malheureusement, ça facilite la routine du matin. Je suis prête à accepter que ce soit pas la bonne chose à faire, mais à la maison, pas mal sûr, je suis pas toute seule au Québec à faire ça. Comique du matin, il y a un genre de 45 minutes pendant que je prépare les lunchs, je fais la routine du matin, je prépare les habits de neige, je remets les feutres dans les bottes, j'ouvre les lumières, je prépare mon sac. Wow, t'es tellement Ça se peut-tu? Wow, mais occupé. Stéphanie, donne-nous des trucs. Mais la première chose, c'est de ne pas culpabiliser. Tu sais, ça, là, cette idée-là de dire « Oh mon Dieu, c'est-tu correct, machin? » Moi, je suis pas la juge des choix ou des décisions parentales que vous avez. Honnêtement, il faut pas se culpabiliser. Mais je dirais qu'il faut prendre conscience, puis avec nos observations, apporter... Moi, c'est comme ça que j'ai entrepris ma vie parentale, apporter des améliorations pour trouver l'équilibre, un pas à la fois. Tu sais. Je dirais pas qu'il y a de cause à effet que tu mets des bonhommes le matin, ben ils font plus de crises ou ils autorégulent moins leurs émotions. Par contre, je pense que ça nous rappelle l'importance de leur amener des habitudes à parler de leurs émotions, à se reconnaître, à respirer, à se détendre à l'extérieur de ce qui peut justement activer leur cerveau puis les empêcher d'être capables de nommer leurs émotions. Ce que j'ai vu souvent, c'est des jeunes qui, dans leurs jeux vidéo, ben là... T'sais, ils vivent justement beaucoup d'émotions, puis donc finissent par avoir des comportements, on va dire, plus agressifs ou violents, verbalement ou peu importe, à certains degrés et niveaux. Puis ce que je vois aussi beaucoup, c'est s'ils vivent des émotions dans leur quotidien, quand ils vont arriver à la maison, des fois, ils n'ont pas de mots pour l'exprimer, ils ne le savent pas vraiment, mais ils sont remplis de cette émotion-là, ce nuage noir-là qu'ils ont amené avec eux tout au long de la journée. Puis la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est plus y penser puis aller se plugger sur leurs jeux vidéo. Mon fils m'avait dit ça quand il était en 5e année, mon plus vieux, qui a 18 ans aujourd'hui. Puis il m'a dit, dis-les aux parents que tu rencontres que la première chose qu'on a envie de faire quand on vit des problèmes, c'est d'aller jouer à nos jeux vidéo parce que
nos problèmes s'en vont, puis on est bien, puis on progresse, puis on est bon, puis on joue ensemble, tu sais. Mais quand nous, les parents, on dit « Hey, c'est l'heure de souper », puis qu'on leur ferme leur écran, c'est ces problèmes-là, c'est ce nuage noir-là qui revient. Et donc, quand ils sont tout petits puis qu'ils n'ont pas de mots pour l'exprimer, c'est là qu'il y a ce genre de comportement-là. Fait que pour moi, c'est pas « on ferme les écrans », c'est on amplifie notre pratique parentale à les amener à être capables de nommer leurs émotions puis à les reconnaître puis à créer cet espace-là. Mais là, j'ai envie d'entendre Andréane. Tu sais, Moi aussi. le mot positif dans santé mentale positive, comment on prend tout ça puis qu'on amène ça dans le positivisme, dans la bienveillance, dans le « ça va être correct, gang ». Ben, en fait, je veux rebondir là-dessus. Vas-y. Vas-y. Parce que, dans le fond, c'est ça, c'est correct, les écrans. Tu sais, les écrans, ça fait vraiment partie de notre vie. Là. Il y en a plein. Fait que ce serait un peu se cacher la tête dans le sable que de dire on va bannir les écrans. On veut pas non plus que nos enfants soient décalés. Tu sais. Il y aura des écrans, puis ça apporte quelque chose de positif, là, toute la connaissance qu'on peut acquérir. Mais l'idée, c'est que ça ne devienne pas une fuite. Parce que ce que tu nommes, c'est une fuite. Ouais. Finalement, je vis des émotions désagréables plutôt que d'accepter cette émotion-là, de la vivre, de passer au travers. Bien là, je m'en vais occuper mes pensées à autre chose. Ouais. Puis ça disparaît pas. Tu sais, c'est le même principe que quand on dit à nos enfants... même si tu me vois pas parce que je cache mes yeux, je suis encore là. Mais c'est la même affaire que nos émotions. Oui, exactement. Mais c'est le même principe. Fait que quand on va arrêter l'écran, quand on va arrêter la distraction, puis tu sais, on parle d'écran, ça pourrait être la bière le soir, qui le lendemain matin, le problème va être encore là. Ouais. Fait que l'idée, c'est des... Pas pour c'est les pas enfants de de bannir. 6 ans, là. Non, Je le note. le rhum, c'est préférable. Non, c'est pas vrai. Mais l'idée, c'est d'utiliser les écrans, oui, mais pas justement comme des béquilles, comme des fuites. Fait que apprendre à nos enfants d'abord à vivre nos émotions, là, à accepter qu'on vit des émotions, que les émotions, c'est négatif. Parce que le positif, ça veut pas dire que la vie, elle est toujours belle et positive, puis qu'il y a rien de négatif qui arrive. C'est pas vrai. Tu sais, c'est voir les choses positivement. C'est-à-dire qu'une santé mentale, bien, c'est pas nécessairement la maladie mentale quand on dit santé mentale, c'est qu'elle peut être positive. On peut travailler à la rendre plus positive. Ça veut pas dire que tout est toujours beau dans la vie, là. Fait que, les écrans, moi, je les bannirais pas, jamais. OK. J'ai un ado. J'ai un ado, je peux pas dire il y aura pas d'écran, non, mais il y a moyen d'apprendre à tranquillement, pas vite. Ouais. On met des choses en place, puis on leur apprend les conséquences de l'hyperconnectivité. On leur apprend l'importance de vivre leurs émotions. Puis après, quand tu seras bien, ben là, tu iras écouter la télé ou jouer à Switch. Dans les écoles, on a interdit le cellulaire, tu sais, depuis, dans le fond, cette année. Je suis convaincu que pour des ados qui n'ont pas eu leur dose pendant la journée, maintenant, ont besoin d'un peu plus de dose quand ils arrivent à la maison le soir, je présume, tu sais, j'ose croire. Comment on gère ça, cette nouvelle approche-là de cette année? Là? Comment on, en tant que personne à l'extérieur de l'école, tu arrives avec ton jeune qui... J'avoue, il y a besoin. mon ado aussi. Ouais, comment on gère ça? Nous autres, ça a bien passé chez nous. Ah ouais, hein? Moi, je pense que, tu sais, on s'adapte. L'être humain s'adapte vraiment bien. Puis nos ados aussi, ils ont cette capacité d'adaptation. Puis je pense que j'étais plus inquiète de ce fait que mon gars l'était. Ouais. Tu sais, c'est vrai. Ils vivent dans le présent, là, les jeunes. Fait que finalement, il y a plus de temps. Il est content d'avoir plus de temps pour jaser avec ses amis sur l'heure du dîner. Puis ils font autre chose. Justement, ils développent plus, je dirais, d'activités parallèles. Puis le soir, ben oui, il y a du temps d'écran. Mais écoutez, hier soir, il a passé la soirée à lire. Je ne l'ai pas vu sur sa tablette. Il y a de l'espoir. Oui. Il y a de l'espoir, il y en reste. Il y a une maman qui a bien entretenu, développé ses habitudes pour qu'il ait des activités variées. Donc ça, c'est bravo. J'adore. Ça prend un certain échappatoire. Là. Ouais. On parlait de gestion d'émotions. Tu sais, Ouais. moi, dans ma vie, il y avait le sport, le football, il y avait la musique, je jouais du drum. Ouais. Pendant que je jouais 30 minutes de drum, tout le stress que j'avais accumulé pendant ma journée d'ado disparaissait. Tu sais. Aujourd'hui, c'est la moto. Quand j'embarque sur ma moto, ça fait du bien. Tu sais.
mettons comme dernière question, comment on enseigne à nos jeunes à trouver des échappatoires qui ne sont pas les écrans? Je sais qu'il reste vraiment pas beaucoup de temps au podcast, mais mettons qu'on va là comme dernière question. Bien, c'est effectivement un enjeu important à développer. Il y a plusieurs stratégies, puis ils vont varier en fonction de l'âge des enfants. Là, mais tu sais, dans les parents que j'ai accompagnés, ils ont pris un moment, puis ils ont regardé, il y a plein de listes sur Internet là, d'activités pour s'occuper, puis ils ont commencé à identifier ensemble celles qui pouvaient les intéresser, puis créer de l'espace-temps pour ces nouvelles occupations-là. Fait que j'ai des familles qui ont recommencé à jouer au ping-pong. Tu sais, t'installes un beau filet sur ta table de cuisine, là. Tchoup, 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 tchoup. C'est vraiment le fun. Tu sais, j'en ai vu faire de la peinture à numéro. J'ai d'ailleurs commencé la peinture à numéro. Oui. C'est satisfaisant, comme dessiner des mangas. Recommencer à habiter la nature dans son quartier, prendre des marches, oui, découvrir des nouveaux sports, puis les faire avec eux, honnêtement. Puis ça encourage aussi à être dans la progression. Tu sais, dire à nos enfants, on va essayer quelque chose, c'est pas une fois, c'est pas après une fois ou deux fois. On s'engage pendant une certaine période de temps, on le pratique, puis on voit l'impact positif. Il faut en parler. Ça vient pas naturellement d'adopter quelque chose. Tu dis, non, ça me fait du bien. Fait qu'il faut apprendre avec nos enfants à leur poser la question, t'as-tu vu la différence? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce qui fait une différence pour toi? Puis, hey, on continue. Let's go, on le fait ensemble. Ah ouais. Fait que c'est apprendre à les encourager, à ressentir, à observer, puis à prendre conscience de ces bénéfices-là dans leurs activités. Il y a à nommer quand on voit que ça dégénère, que tu sais, ça tend à disparaître. Puis j'ai le goût de dire, donnez l'exemple. Mais clairement. Très bonne. Bravo! Catherine, Stéphanie, Andréanne, merci. Le dosage, je pense, au bout de la ligne, c'est ça qui est le plus important dans les écrans, la gestion d'écran et la gestion de l'hyperconnectivité. C'est super intéressant. Bonne journée à tous. Merci. Stéphane. Salut.